Pour comprendre l'intelligence artificielle, il faut d'abord définir un petit peu c'est quoi l'intelligence. L'intelligence, dans le fond, c'est la capacité de prendre une bonne décision malgré une information qui est incomplète. Par exemple, je suis en train de suivre une recette sur Internet, mais il me manque un ingrédient. Il va falloir que je décide est-ce que je dois aller à l'épicerie, est-ce que je pourrais juste substituer avec un autre ingrédient. Pour un humain, c'est quelque chose qu'on est habitué de faire naturellement. Pour une machine, en fait, c'est impossible. Les machines sont incapables de dévier de leur recette, même d'une petite poussière. Donc notre but avec l'intelligence artificielle, ça va être d'apprendre à un ordinateur à s'adapter, à devenir intelligent. L'intelligence artificielle, elle est déjà partout autour de nous. On la transporte dans nos poches, sur notre cellulaire, on l'a dans notre voiture, dans notre maison, en fait à plein d'endroits. Par exemple, quand on donne une commande vocale à notre téléphone ou à notre maison intelligente, il y a une AI qui interprète les mots, qui essaie de faire du sens avec ça. C'est la même chose pour la traduction automatique. Il y a une AI qui va lire, essayer de comprendre le sens et de le produire dans un autre langage. Finalement, il y a de l'AI qui est utilisée aussi dans des contextes moins visibles au quotidien, mais par exemple dans un milieu industriel, dans une chaîne de production, une AI peut être utilisée pour analyser la qualité des objets produits puis s'assurer qu'il n'y a pas de défaut. Les premiers systèmes d'intelligence artificielle étaient basés sur des probabilités précalculées. Dans le fond, par exemple, pour jouer aux échecs, ils allaient analyser tous les mouvements possibles à n'importe quel moment de la partie, puis essayer de déterminer celui qui va avoir statistiquement le meilleur résultat possible. Ça marche pour un environnement comme les échecs où l'information est toute connue, mais le monde est plus abstrait, plein de nuances, plein d'incertitudes. Ce qui caractérise les systèmes d'apprentissage machine modernes, c'est leur capacité à apprendre par l'expérience. Ils vont en fait analyser et regarder des milliers, voire même des millions d'exemples pour essayer d'en extraire des patrons ou des structures dans les données qui vont leur permettre de comprendre la nature du problème. Dans le fond, ils empilent des couches de neurones artificiels dont les connexions, un peu comme les neurones dans le cerveau, vont servir à représenter l'information apprise. Ce domaine-là de l'intelligence artificielle, on l'appelle le deep learning ou apprentissage profond. Au début, on était supposé de développer un instrument de mesure qui allait mesurer, avec l'intelligence artificielle, la distance entre les vélos et les automobiles sur la route. Quelques semaines dans le projet, ça va super bien, mais tout d'un coup, la pandémie de COVID-19 frappe le Québec. Nos laboratoires se font fermer, le projet tombe sur pause. Puis je me rappelle un soir, je me promenais à Montréal en vélo, j'allais faire des commissions, puis je constatais à quel point que les rues étaient vides, puis qu'on n'avait rien à mesurer de ce qu'on voulait mesurer. Mais nouveau phénomène, il y avait des gens qui faisaient la file devant les commerces. Et là, j'ai eu une idée. J'ai débarqué de mon vélo, je prends mon téléphone, j'appelle mon collègue Christian, puis je lui dis « Christian, à partir de maintenant, ce qu'on mesure, c'est la distanciation physique entre les personnes. » C'est de là que tout a décollé. 5 jours plus tard, on était déjà dans les rues de Montréal avec un camion, un écran géant. On faisait de la sensibilisation à la distanciation sociale. Les gens pouvaient se voir à l'écran en temps réel, ils réagissaient, ils ajustaient la distance entre chacun d'eux. C'était un petit peu humoristique en même temps, vu qu'on était à l'extérieur. Le monde disait « Ah, t'es trop proche, t'es trop loin ». C'est sûr qu'il y a eu des fois où il a fallu qu'on démystifie un peu comment ça fonctionne parce qu'il y avait des gens qui en avaient peut-être un peu peur, où est-ce qu'on s'en allait avec cette technologie-là, tout ça. En fait, ce qu'il faut comprendre avec ce projet-là, c'est que c'est un projet qui permet justement aux gens qui ne connaissent pas l'intelligence artificielle de se familiariser avec pour vraiment comprendre derrière comment ça marche, jusqu'à où on peut aller, puis connaître mieux c'est quoi les limitations. Ma contribution au projet DISTA, ça a été vraiment de rallier le monde physique au monde informatique, que ce soit au travers de la conception 3D, le prototypage, l'assemblage mécanique ou bien la conception électronique. C'est toutes des expertises qui nous ont permis d'atteindre nos livrables dans un contexte pandémique. La première technologie utilisée par DISTA consiste en un réseau de neurones artificiels qui a appris à catégoriser visuellement des centaines de catégories d'objets différentes, en modifiant les connexions entre ces neurones, un peu comme le cerveau fait. Donc on présente au réseau des centaines de milliers d'images différentes et on donne une rétroaction au réseau, ce qui permet de modifier ces connexions pour faire moins d'erreurs dans le futur. Par la suite, il est possible de raffiner, de spécialiser l'apprentissage du réseau pour apprendre d'autres catégories. Ce que nous avons fait, c'est que nous avons entraîné, spécialisé le réseau pour la détection de figures humaines. La deuxième technologie utilisée par DISTA consiste en une caméra stéréoscopique qui, à l'aide d'un calcul de triangulation, permet de transformer les images de la caméra en 2 dimensions en un espace à 3 dimensions. Un peu comme le cerveau avec les 2 yeux, l'image est captée par 2 lentilles, mais légèrement décalées l'une par rapport à l'autre. C'est le décalage entre les 2 images qui permet d'estimer la profondeur dans l'espace.
Au final, c'est la fusion des réponses du réseau de neurones à celle des calculs de stéréoscopie qui permet de localiser dans l'espace deux objets, donc peut-être deux figures humaines, et ainsi calculer la distance qui les sépare. Alors, c'est un projet qui aura eu des retombées considérables. Il y a eu des retombées immédiates sur la sensibilisation à la distanciation sociale avec toute la médiatisation qu'a eu ce projet-là. C'est sûr que ça l'a fait non seulement connaître l'intelligence artificielle, connaître une application spécifique, mais aussi ça a permis aux gens de prendre conscience de la distance et de ce que ça représentait aussi 2 mètres. Ça a eu aussi des retombées sur le développement technologique. Quelques mois après la publication, la médiatisation de notre technologie, on a vu des grands géants du numérique, des géants de l'Internet reproduire cette technologie-là puis l'annoncer eux-mêmes. Et ça, c'est quelque chose dont on peut être fier parce que ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une idée qui peut naître d'un petit groupe de recherche au collégial qui emploie des étudiants de cégep. Puis cette idée-là peut être assez pertinente pour être reproduite par des géants du numérique qui vont investir dans ces technologies-là. Il y a également des retombées à plus long terme. La technologie qui a été développée, qui est d'être capable de reconnaître des objets et les positionner dans l'espace, que ce soit des humains ou n'importe quel autre objet, ça a des applications par la suite, que ce soit des applications logistiques sur la compréhension des flux piétonniers dans des espaces publics, par exemple, ou l'efficacité d'une évacuation lors d'une pratique d'incendie. La force de la recherche, de l'innovation, du développement technologique au collégial, c'est vraiment notre proximité avec l'industrie. En plus des enseignants-chercheurs comme nous dans les cégeps, il y a aussi des centres de transfert technologique. Eux, ils travaillent avec des milliers d'entreprises au Québec, au Canada, même à l'étranger. C'est vraiment à travers ces centres-là que le développement technologique qui est fait dans les collèges est valorisé puis est transféré vers l'industrie. Notre projet de recherche a mené à la création d'un atelier pédagogique destiné aux élèves du secondaire et aux étudiants de cégep. On l'appelle l'atelier DISTA et il est basé à 100% sur la technologie développée dans notre projet. Il est animé par des étudiants de cégep qui ont été formés sur l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'atelier DISTA a été développé dans le but de démocratiser l'intelligence artificielle auprès des jeunes au Québec. On a fait le tour de la province en partant de Montréal jusqu'au Nunavik, en passant par le tour de la Gaspésie. C'est vraiment motivant de voir qu'on est en train d'inspirer la prochaine génération de chercheurs en intelligence artificielle.